Rebonsoir, donc je m'appelle Loïc Hameau et je vais vous présenter ce soir au moins une introduction aux conteneurs et aux algorithmes de la librairie standard, de la bibliothèque standard C++. Alors d'abord, pourquoi je dis bibliothèque et pas librairie? Tout simplement parce que tout ça c'est gratuit. En France, une librairie c'est payant, donc comme on va le faire en français, je vais essayer de dire bibliothèque, même si je fais souvent le lapsus. Alors je vais vous faire une petite introduction, du moins l'histoire de la bibliothèque standard, qu'on dit souvent STDlib. Alors, au tout début, c'était bel et bien la STL qui a été inventée par Alexander Stepanov à peu près aux alentours de 79, quand il a inventé la programmation générique. Enfin, en tout cas, il a surfé sur la vague de la programmation générique qui commençait à être inventée à l'époque. Il a d'abord implémenté tous ces algorithmes et conteneurs en ADA, ça a été disponible en 87. D'abord, c'était basé sur des listes. Ça marchait très bien. Le problème, c'est que ADA, c'était pas un langage très utilisé. Ça, c'était très utilisé dans la défense, mais c'était pas admis dans tous les domaines. Donc, il a commencé à réfléchir à l'intégrer en C++. C'était un langage qui avait, même si c'était très loin d'être normalisé, ça avait déjà beaucoup la cote à la fin des années 80. Donc, il a d'abord travaillé au laboratoire AT&T de Bell, puis dans le centre de recherche de Hewlett-Packard. Il a travaillé sur sa librairie générique. Il a enfin présenté toutes ses idées au comité de normalisation du C++ en 93. Ils ont beaucoup aimé, ils lui ont demandé quelques petites modifications, et ça a été fait, et en 94, ça a été approuvé par le comité, et ça a été, comme on le sait, normalisé en 98. Voilà pour la petite histoire ici de la STL. Alors, pourquoi parfois on dit bibliothèque standard, parfois STL? Alors, dans la STL, il n'y avait que des algorithmes et des conteneurs. Il n'y avait pas tous les flux, il n'y avait pas les exceptions, il n'y avait pas les strings, il manquait beaucoup de choses. Donc en fait, on a construit la bibliothèque standard C++ en se basant sur la STL, en s'inspirant de la STL, mais aujourd'hui, la bibliothèque standard C++ n'est pas la STL. En fait, on devrait parler de bibliothèque standard C++, on ne devrait plus parler de STL. On fait très souvent le lapsus parce qu'il y a des bibliothèques standard C++ qui s'appellent STL, comme la STL port, puis parce qu'il y a 20 ans qu'on dit comme ça, donc on ne va pas changer maintenant, mais on ne devrait plus parler de STL. Voilà pour la petite histoire. Donc, on va passer au concept d'itérateur. Alors, pourquoi je commence par les itérateurs? Les itérateurs, c'est ce qui fait l'interaction entre les conteneurs et les algorithmes. C'est-à-dire que les conteneurs fournissent des itérateurs pour être parcourus, les algorithmes, on leur fournit des itérateurs pour qu'ils travaillent dessus. Mais l'itérateur ne connaît personne. Donc, c'est vraiment l'élément non seulement central, mais en plus l'élément de base. Donc, c'est plus facile de commencer par eux. Donc l'itérateur, ça permet de parcourir des conteneurs ou des sous-parties de conteneurs. On pourrait imaginer que ça puisse parcourir d'autres choses. En vérité, ça pourrait être des générateurs et donc parcourir des choses qui n'existent pas. Ça pourrait être des vues et donc appliquer une transformation en même temps qu'on parcourt ces conteneurs. Ça n'existe pas encore dans le langage C++ aujourd'hui. Ça existera probablement en 2019, on l'espère. Aujourd'hui, on va parler uniquement des itérateurs qui parcourent des conteneurs ou des sous-parties de ces conteneurs. Donc ils vont généralement par paire, il y en a un qui indique le début, un qui indique la fin. Il faut bien comprendre que celui qui indique la fin est en fait ce qu'on appelle un itérateur pass the n, c'est-à-dire qu'il est juste après la fin. Il faut faire attention à ça quand vous écrivez vos boucles, parce qu'on teste si l'itérateur est égal à l'itérateur de fin. S'il est égal, il faut s'arrêter maintenant, il ne faut plus l'utiliser. Dès qu'il est égal à l'itérateur de fin, il faut arrêter. Il y a des langages où c'est un peu différent, donc il faut vraiment se méfier de ça. Donc ça permet l'interaction entre les conteneurs et les algorithmes, comme on va le voir après. Ça permet l'application de n'importe quel algorithme à n'importe quel conteneur, à peu près. On verra qu'il y a après des algorithmes qui s'adaptent en fonction du type d'itérateur, parce qu'il y a des concepts d'itérateurs, même si je sais que les concepts n'ont pas encore été normalisés, mais malgré tout, il y a des concepts d'itérateurs. Ils ont des possibilités différentes, et donc les algorithmes sont un peu différents. Ça évite d'écrire. Si on n'avait pas les itérateurs, on serait obligé d'écrire le nombre d'algorithmes fois le nombre de conteneurs. C'est-à-dire que si on a 20 conteneurs et 20 algorithmes différents, on serait obligé d'écrire 400 fois 400 fonctions. Aujourd'hui, même si on a 20 conteneurs différents, on a besoin d'écrire que 20 algorithmes, enfin, que le nombre d'algorithmes. Voilà, pour un algorithme, on l'écrit qu'une fois, voilà, alors, oui, une petite astuce, c'est que si jamais votre itérateur de début est égal à votre itérateur de fin, ça veut dire que le range est vide. Tout simplement. Vous n'avez pas à vous en soucier parce que les boucles sont généralement écrites de manière à ce que dès qu'il est égal, on s'arrête. Ça tombe bien. C'est ce qu'on voit juste en dessous. On parcourt, généralement, on fait pas toujours comme ça parce que généralement on peut mettre dans une boucle for, mais
là je vous mets dans un while parce que je ne vous montre pas comment on obtient les itérateurs. Voilà, donc là je vous mets dans un while. Tant que l'itérateur est différent de l'itérateur de fin, on fait ce qu'on a à faire avec. Là en l'occurrence je vous le print, on fait iter++ et on reteste s'il est égal à l'itérateur de fin. Voilà comment on parcourt avec un itérateur. Alors je vous parle vite fait des catégories d'itérateurs. On va passer assez vite, d'ailleurs j'ai même pas pris le temps de le traduire. Peu importe. Tous les itérateurs, on peut faire plus dessus. Ça c'est vraiment la base, parce que le but de l'itérateur c'est de parcourir le conteneur. Donc évidemment si vous ne pouvez pas faire plus, il ne sert à rien. Il y en a deux types, les inputs, les outputs. Ça paraît assez intuitif. L'output, on peut modifier les éléments qui sont accédés. Et l'input on peut récupérer et l'output on peut les sortir. Le forward iterator, on peut parcourir et on peut reparcourir par-dessus, au même endroit. En général, ils sont tous forward, hein, donc la question ne se pose pas. Le forward est forcément input et output, d'après son concept. Le bidirectionnel, on peut avancer, reculer. Et le random access, on peut faire des sauts dedans. On peut faire plus égal 18 et avancer. C'est celui qu'on utilisera le plus souvent sur des vectors, std vector pour ceux qui l'utilisent, ou std array. En fait, il se comporte comme un pointeur, tout simplement. Du coup, en général, un développeur C++ qui a fait du C n'est pas trop perturbé quand il prend un itérateur de vecteur parce que ça s'utilise vraiment pareil qu'un pointeur. Voilà pour les itérateurs. Donc maintenant, on va parler du concept de conteneur. Alors, même si on vous a dit que les concepts n'avaient pas encore été normalisés, aujourd'hui, il y a déjà dans la norme des concepts. On sait exactement ce que doit faire un conteneur pour être un conteneur compliant avec la librairie standard. Cela dit, je ne vais pas vous décrire en détail tout ce qui doit être parce que ça prendrait des jours. Mais je vais quand même vous dire les choses qui reviennent tout le temps. Un conteneur ne peut que contenir des éléments qui sont copiables ou movables. Bon, je ne vais pas vous redécrire ce que veut dire mouvable, j'avais déjà fait une présentation sur la move sémantique. S'il est ni copiable ni mouvable, vous ne pourrez pas le mettre dans un conteneur STL. La plupart ont une politique d'allocation, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous ne voulez pas allouer sur le tas, que vous voulez allouer par exemple dans la mémoire partagée ou dans votre GPU ou je ne sais où, vous pouvez définir une politique d'allocation différente. C'est très rarement utilisé, mais bon, c'est bon à savoir. Ils ne peuvent pas contenir d'éléments constants. Enfin, vous pouvez avoir par exemple un vecteur d'int que vous rendez const, et du coup les ints seront constants, mais vous ne pouvez pas avoir un vecteur d'int constant. Il y a des bibliothèques standards qui vous l'autorisent, comme celle de Visual, en tout cas dans le 2010, c'est pas conforme à la norme. Du point de vue d'un algorithme, tous les conteneurs sont pareils du moment où vous pouvez avoir un itérateur de début et de fin. Donc en fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout de récupérer l'itérateur de début et de fin d'un conteneur. Ça se fait généralement en faisant conteneur.begin, conteneur.end, comme je le montre ici. Très souvent, on va parcourir comme ça. Donc avec votre for, voilà, vous récupérez le begin, le end, vous faites ce que vous avez à faire, vous continuez tant que l'itérateur est différent de l'itérateur de fin, et vous faites plus. Voilà, ça c'est. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est vachement compliqué. Heureusement, en 2011, il y a des choses qui sont arrivées. Donc déjà, on rajoute le std begin et std end, ce qui fait que maintenant, on peut accéder aux itérateurs de début et de fin des conteneurs en faisant begin du conteneur. Ok, ça ne change pas grand-chose, mais on peut aussi le faire sur des tableaux C. Ce qui fait que pour faire de la programmation générique, c'est quand même pratique, parce qu'un algorithme, vous pouvez même lui passer un tableau C si vous voulez. Vous pouvez écrire vos propres fonctions begin et end sur des conteneurs qui ne sont pas du tout STL. Vous avez un truc qui n'a même pas d'itérateur, vous écrivez votre itérateur, vous écrivez votre std begin, std end, vous pouvez utiliser les algorithmes dessus. Je l'ai déjà utilisé, c'est fort pratique. Et vous pouvez même aller plus loin, parce qu'avec le range based for loop, que je montre en dessous, donc ce for-là, il va utiliser std begin et std end. Il ne va pas faire conteneur.begin, conteneur.end. Il va faire std begin de conteneur et std end de conteneur. Du coup, vous pouvez même utiliser ce range based for loop sur des objets qui ne sont même pas des conteneurs STL. Ah, voilà. Et ça fait la même chose que ça, mais en beaucoup plus simple. Donc maintenant, vous pouvez utiliser ce range based for loop depuis 2011. C'est quand même une belle avancée. Bon, c'est dommage qu'on ait dû attendre 2011 pour l'avoir. En Java, ils l'ont depuis 20 ans, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Les différents concepts de conteneurs, bon, je vais pas vous mettre des pages et des pages de qu'est-ce que c'est un conteneur, qu'est-ce que c'est un réversible, qu'est-ce que c'est, parce que c'est très très long. Je fais un tout petit résumé. Donc un conteneur, c'est juste une structure de données auquel on peut accéder aux éléments en passant par un itérateur, donc on peut faire begin et end dessus.
Réversible conteneur, c'est un conteneur qui va vous donner des itérateurs qui sont réversibles, on l'a vu tout à l'heure, c'est ceux qui sont bidirectionnels, on peut faire des plus, des moins. Allocateur aware, c'est ceux auxquels on peut spécifier une politique d'allocation. Dans les faits, c'est tous, sauf le std array, parce que le std array alloue sur la pile, donc de toute façon, on ne peut rien y faire. Les séquences, c'est ceux où ils gardent l'ordre en fait et on accède par index. Donc typiquement les std vector et std array, le dq aussi. Où le premier que vous mettez, ça sera le 0, puis le second, ça sera le 1, et ainsi de suite. Contiguous, en fait, il n'existe pas encore, ça sera peut-être en 2017. C'est ceux où les éléments sont contigus en mémoire. Dans les faits, le vecteur et le array. Et le associative, le associative et le unordered associative, c'est des conteneurs qui sont des tableaux associatifs, tout simplement. Il y en a un qui est trié et l'autre pas. Voilà. Donc ça, c'est les concepts de conteneurs qui sont définis dans la norme. Maintenant, je vais vous présenter quelques conteneurs. C'est là où on va faire des choses intéressantes. Je commence par le array parce que c'est vraiment le plus simple. On ne peut pas le redimensionner, on ne peut rien insérer, on ne peut rien retirer. C'est juste un conteneur de taille fixe connu à la compilation. C'est exactement comme un tableau statique C. Ça s'utilise pareil, ça fait la même chose. Le seul avantage, c'est que vous avez, enfin il y a peut-être d'autres avantages, mais le seul que je connais, c'est que vous avez des checks de vos index. Donc vous pouvez utiliser cette méthode stdget, c'est la même que sur les tuples. stdget et entre chevrons l'index. Ça, l'index est checké à la compilation, ça peut être super pratique. Et sinon, si votre index n'est pas connu à la compilation, vous pouvez utiliser l'accès par crochet classique, ça sera checké au moins en debug. Ça ne sera pas checké en release évidemment parce que vous voulez de la performance là-dessus, mais ça sera checké en debug. Ce qui fait que si vous lancez par exemple vos tests unitaires en debug, il va vous dire tout de suite si c'est pas bon. Si vous faites la même chose avec un tableau C et que vous vous plantez dans vos index, vous risquez d'avoir des erreurs aléatoires et de passer des semaines à les retrouver. Ça m'est déjà arrivé. C'est sûrement arrivé à d'autres ici. Voilà pour le array, donc taille fixe, élément contigu en mémoire. Ça vous donne un random access itérateur, donc ça fonctionne exactement comme un pointeur. Vous pouvez faire des plus égale 10 si vous voulez. Faites ce que vous voulez avec. Vous ne pouvez pas insérer, supprimer. L'allocation est très rapide parce que c'est sur la pile. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le vecteur. Donc le vecteur, c'est vraiment celui que vous utiliserez normalement le plus souvent. C'est le conteneur par défaut. Quand vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas trop lequel mettre, c'est le vecteur. Et puis vous verrez bien après. Il conserve l'ordre d'insertion. Donc c'est un accès par index, comme un tableau C classique. La taille est dynamique, donc en fait derrière il fait un new. C'est pas tout à fait ça parce qu'il a des systèmes d'optimisation, mais en gros ça se rapproche beaucoup d'un tableau C dynamique en fait. Vous faites un new int crochet. Derrière c'est à peu près la même chose, sauf qu'il a un système de pool mémoire pour optimiser les allocations. Et qu'il est redimensionnable, contrairement à un tableau C statique. Donc vous pouvez faire des pushbacks pour insérer à la fin, des resize. Donc ça c'est très pratique. Les éléments sont contigus en mémoire, ce qui nous permet d'avoir un random access iterator. C'est parfait pour les insertions et suppressions en fin. Alors par contre, à déconseiller si vous avez des insertions et suppressions en plein milieu, là ça ne sera pas très performant, parce qu'il doit décaler tout ce qui suit. C'est le conteneur par défaut. Vraiment, c'est ce que dit Strostrup dans le langage C++. Si vous ne savez pas, prenez celui-là, puis après vous verrez bien, mais voilà, ne vous cassez pas la tête. Les gens ont souvent peur du pushback dans les vecteurs parce que, effectivement, quand il atteint la taille limite, il y a une réallocation qui est faite. En fait, aujourd'hui, les politiques d'estimation des tailles sont tellement performantes qu'en général, le pushback dans un vecteur, c'est plus efficace que... En tout cas, c'est clairement plus efficace que dans une liste. Ne croyez pas que c'est mieux de faire une liste si vous voulez faire des pushbacks dedans. Alors effectivement, si vous avez des problèmes de paire, vous pouvez essayer le reserve. Ne croyez pas que le reserve est toujours plus performant. Reserve, ça veut dire que vous préallouez la mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas. Réserve, vous préallouez la mémoire, donc si vous savez exactement combien vous allez en mettre dedans, ça peut être mieux, ça peut ne pas être mieux. Mesurez. Voilà pour le vecteur. Donc la liste, bon, tout le monde voit à peu près ce que fait une liste. La std list, elle conserve l'ordre d'insertion, normal, enfin si vous insérez à la fin, ça va aller à la fin. La taille est dynamique. La std list de base, elle est doublement chaînée. Depuis 2011, ils ont rajouté la forward list qui est simplement chaînée. Dans les faits, elle n'est pas très souvent utile, mais bon, ça peut être utile. On peut choisir l'allocation mémoire. L'itérateur, du coup, puisqu'elle est doublement chaînée, l'itérateur est bidirectionnel, ça paraît logique, sauf pour la forward list. Là, c'est parfait pour insertion-suppression. Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez insérer, supprimer, vous voulez insérer en plein milieu, effectivement, la liste, c'est ce qui s'y prête le mieux. Il y a le DQ aussi qui peut s'y prêter, on n'en parle pas aujourd'hui parce que c'est un conteneur un peu bâtard et on n'a pas trop de temps. Voilà, donc vous avez la std list qui existe.
Le Nord de RAID 7, bon, je commence par le Nord de RAID, enfin, je vous parle pas du 7, je vous parle que du Nord de RAID, mais c'est quasiment la même chose. C'est un conteneur qui va contenir des trucs, peu importe l'ordre, vous fichez l'ordre. Il n'y aura pas de doublons, donc juste vous insérez des choses dedans, il va supprimer les doublons, et puis après vous pouvez lui demander très vite, est-ce que ça c'est déjà dedans? Généralement ça sert à ça. Typiquement, si vous voulez faire une blacklist, mettre des noms dedans, et puis après très rapidement vous voulez dire, est-ce que ce nom-là il est dedans? Il va vous répondre très vite. Derrière il utilise une hashmap, une table de hachage. Voilà, c'est généralement, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire ce genre de choses. Je dis généralement parce que mesurez. Si vous avez des problèmes de perf, essayez d'autres choses et mesurez. Il n'y a pas de, en performance, il n'y a pas de vérité absolue. Donc ça implémente les concepts de conteneur, forcément, d'allocateur aware container parce qu'on peut spécifier l'allocation, et de unordered associative container. Alors il est classé dans les associatifs, ça peut paraître surprenant parce que vous allez me dire, il n'y a pas de clé valeur en fait, c'est juste une valeur qu'on met dedans. En fait c'est la clé qui est associée à elle-même, enfin c'est la valeur qui est associée à elle-même, c'est-à-dire qu'on recherche par valeur et ce qu'on trouve c'est la valeur. Donc je vous mets un petit exemple. Je mets 0, 2, 3, 4 dedans, j'insère 18, je lui demande combien il y en a. Donc il fait ça très vite, hein, c'est un temps amorti. Il me dit il y en a un, j'insère encore 18, il y en a encore un parce que il retire les doublons. Il y a une version multiset qui ne supprimera pas les doublons. Donc là, si vous l'insérez 2 fois, vous lui demandez combien il y en a, il va vous dire il y en a 2. Et il fera ça très vite. Il y a une version 7 qui va conserver l'ordre, ça sera trié en utilisant l'opérateur plus petit que. Ça peut être très pratique si vous voulez faire des recherches rapides, mais qu'en plus vous voulez avoir un ordre défini. Vous pouvez personnaliser aussi l'opérateur de tri. Un ordered map, alors là c'est le conteneur associatif classique, où vous avez une clé, une valeur, hein. Par exemple, voilà, vous voulez associer le nom d'une couleur au code d'une couleur, vous voulez rentrer dedans, et puis après vous pouvez demander très vite, vas-y, dis-moi c'est quoi le code de cette couleur-là. Il ne va pas tout reparcourir depuis le début, comme on pourrait imaginer naïvement. Non, derrière il va chercher dans sa table d'hachage, et il peut vous dire très vite c'est quoi le code de cette couleur. Je vous montre au passage comment on peut ajouter dedans et comment on récupère la valeur. Alors j'utilise en place ici, la méthode classique c'est insert, make pair de, là ça serait violet et puis du code couleur de violet. Parce qu'en fait dans la map ce qu'on met c'est des paires. En place c'est juste un raccourci pour dire plutôt que de faire insert make pair, on fait en place et on met directement la clé valeur. Je vous parle vite fait de la stack EQ. En fait, c'est pas vraiment des conteneurs, c'est des adapteurs de conteneurs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un conteneur, et il va juste changer la manière d'y accéder. Stack, c'est tout simplement pour avoir une pile. Donc on ajoute dessus et on retire par au-dessus. Et Q, c'est pour avoir une queue. Je pense que c'est assez clair pour vous. Je mets un petit exemple juste de la stack. Donc si j'ajoute à la fin, effectivement. Donc c'est un vecteur qui est dedans, mais je ne fais pas pushback, contrairement à un vecteur on fait pushback pour rajouter à la fin. Là, comme il est dans une stack, c'est push, parce que comme c'est une pile, c'est forcément à la fin. On ne se pose plus la question, et on ne fait pas front pour avoir le dessus. Dans un vecteur, on peut faire front ou back, mais là, on n'a plus le choix, c'est top, c'est forcément le dessus. L'interface était limitée pour être forcément utilisée comme une pile. Et avec la queue, je ne mets pas l'exemple, mais le principe est le même. Vous pouvez que insérer d'un côté et récupérer de l'autre. Du coup, c'est plus clair pour pour le relecteur de votre code, ça sera plus clair, et en plus, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors maintenant, quelques conseils d'utilisation. J'ai beaucoup trié, il en reste encore beaucoup, je suis désolé. Si on est limite en temps, on n'ira peut-être pas jusqu'au bout. J'ai mis les plus importants en haut. N'utilisez jamais un itérateur qui a été invalidé. Alors je ne vous ai pas trop parlé de ce genre de problème, mais par exemple sur un vecteur, donc on a vu c'est la mémoire qui est contiguë, comme un tableau C. Si jamais vous insérez au milieu, par exemple, forcément les éléments qui après vont être décalés. Donc, si vous avez un itérateur qui pointe sur un objet qui est après, il risque de ne plus pointer sur le bon objet. Ou même si vous faites une insertion peu importe où, il se peut qu'il n'y ait pas assez de mémoire, que donc une autre zone de mémoire soit réallouée ailleurs, et que tout soit déplacé dans cette nouvelle zone de mémoire. Donc votre itérateur qui pointait déjà sur quelque chose, il pointe sur n'importe quoi. Donc faites vraiment très très attention à ça. Quand vous insérez, les itérateurs sur un vecteur ou sur d'autres conteneurs peuvent être invalidés. Renseignez-vous en fonction du conteneur que vous utilisez. Certains invalident, d'autres non. Donc faites attention à ça. L'opérateur crochet-crochet ne vérifie pas l'index. Alors oui, je sais, tout à l'heure je vous ai dit qu'il le faisait. Il le fait en debug. Et c'est même pas obligé par la norme. Alors même si aujourd'hui toutes les bibliothèques standards le font, ne faites pas du code qui se repose dessus. Si vous écrivez du code qui se repose dessus, ça ne marchera pas.
Le comparateur pour les sets doit être un inférieur strict. Alors, j'ai vu des gens ou bien qui faisaient plus grand que ça marche aussi, mais si c'est un inférieur ou égal que vous utilisez pour trier vos objets dans un set, l'algorithme de tri des sets il ne marchera pas. Si vous êtes en debug, il va vous envoyer, il va vous mettre un assert, ça va échouer, il va vous dire là vous avez un problème dans votre système de tri. En release, ça va juste faire n'importe quoi et vous allez avoir des bugs que vous aurez potentiellement du mal à trouver. Donc, gardez à l'esprit que c'est un plus petit que strict. S'il vous plaît, n'utilisez plus de tableau C. J'en vois encore plein aujourd'hui. Ça sert à rien. Pour les tableaux statiques, il y a le ray. Pour les tableaux dynamiques, il y a le vecteur. Il n'y a pas d'avantage à utiliser un tableau C, ça va pas plus vite. C'est pas plus facile à écrire. C'est juste moins safe, ça n'apporte rien. Oui, parce qu'en plus, le vecteur, ou tous les conteneurs désallouent la mémoire eux-mêmes, donc vous n'avez plus besoin de vous tracasser, est-ce que je dois faire mon delete, est-ce qu'il a déjà été fait, ou est-ce que quand je le fais, bon, ça c'est tout seul. Ne stockez pas d'objets polymorphiques dans les conteneurs. Alors c'est un peu délicat à expliquer. Normalement, les objets polymorphiques, ils ne sont pas censés être copiables. C'est-à-dire un objet qui est dans une hiérarchie d'héritage. Si vous le copiez, vous allez avoir ce qu'on appelle du slicing. On a déjà parlé dans une autre présentation, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer en détail ce que c'est, mais normalement, un objet polymorphique, au mieux, c'est très très dur à copier. Donc, généralement, on les rend non copiables pour ne pas avoir de problème. Ce qui fait que vous pouvez pas, parce qu'il n'est pas mouvable non plus. Du coup, normalement, vous ne pouvez pas stocker un objet polymorphique dans un conteneur STL. Cela dit, vous pouvez, dans un conteneur de librairie standard, stocker des pointeurs vers des objets polymorphiques ou des pointeurs intelligents vers des objets polymorphiques. Donc on peut s'en sortir. Préférez les méthodes basées sur des ranges pour traiter les ranges. Alors vous allez me dire, oui mais les ranges ça n'a pas été normalisé, ça sera qu'en 2019. Si, en fait un range, il n'y a pas d'objet range dans la bibliothèque standard, mais la notion de range existe déjà, c'est juste des éléments qu'on peut parcourir et qui sont définis aujourd'hui par 2 itérateurs. Et si vous avez besoin, par exemple si vous voulez insérer typiquement dans un conteneur, vous voulez insérer une liste de valeurs, ne faites pas plein d'insert à la suite. Utilisez la méthode insert à laquelle on donne un range, c'est ça que je veux dire. En général, dans STL, il y a toujours la méthode qui fait un par un et la méthode qui fait sur un range. Si vous avez un range, si vous voulez insérer un range, utilisez la méthode faite pour ça. Utilisez le vecteur par défaut, sinon utilisez le conteneur approprié. Donc réfléchissez toujours bien, c'est quoi le conteneur qui correspond à mon besoin. Construisez des conteneurs avec... Oui, alors... depuis C++11, il y a la syntaxe crochet-crochet pour insérer pour initialiser les conteneurs. Je me souviens qu'Aurélien avait fait une petite présentation là-dessus. En gros, la règle, c'est que si vous voulez initialiser un conteneur en mettant des valeurs qui vont aller dedans, il faut utiliser crochet, c'est-à-dire, par exemple, voilà ce que je fais là. Si vous initialisez un conteneur, vous voulez mettre les valeurs, ces valeurs-là, ça va aller dedans. Donc là, il faut utiliser les crochets. Par contre, si vous voulez juste, par exemple, créer un vecteur et dire il y aura 3 éléments dedans, mais pas dire c'est quoi les éléments, là, il faut utiliser les parenthèses. Voilà, la règle, c'est ça. Personne ne les utilise beaucoup, ces crochets, mais parce que ça fait que depuis 2 millions, mais bon. Évitez d'écrire inutilement du code non générique, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a stdbegin et conteneur.begin. Mais stdbegin peut marcher sur potentiellement tout, alors que conteneur.begin, ça marche que sur les conteneurs de la STL. Si vous écrivez du code générique, par exemple, si vous écrivez des algorithmes sur l'idée des algorithmes de la STL, préférez vraiment utiliser le stdbegin, stdn, plutôt que conteneur.begin. Qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? Bon, après, c'est le détail. Bon, allez, on n'aura peut-être pas trop de temps. Vous pourrez toujours retourner voir si jamais ça vous intéresse. Je vais vous présenter quelques algorithmes. Donc les algorithmes, j'ai souvent vu des gens qui s'amusaient à les recoder parce que je ne savais pas qu'ils existaient dans la bibliothèque standard. Souvent ça se termine sur des bugs, donc je vous invite à aller voir dans la bibliothèque standard ce qui existe. Je commence par stdfil parce que tout simplement c'est le plus simple. Juste ça va remplir un range avec une valeur donnée. Vous allez me dire oui mais moi je fais des memset, ça marche très bien. Ben non, parce que memset il n'appelle pas les constructeurs. Et sur beaucoup d'objets, en C++, beaucoup d'objets ont des constructeurs. Donc fil va appeler le constructeur. Donc déjà c'est beaucoup plus safe. Et si vous le faites sur des types primitifs comme des int, ça sera tout aussi efficace qu'un memset. Donc juste arrêtez les memsets. Voilà, donc là je fais un fil avec -1 tout simplement, après c'est rempli de -1, ça c'est facile. std copy, donc oui, là c'est la même chose avec memMove.
Aujourd'hui, il y en a peut-être parmi vous qui utilisent même Move, ça n'appelle pas les constructeurs par copie. Donc ça peut mover des objets qui sont même pas copiables, ça peut vraiment faire n'importe quoi sur des types qui sont pas des types pod. Donc c'est super dangereux. Utilisez plutôt copy, ça sera pas plus lent et ça sera beaucoup plus safe. Alors find et findIf, donc là ça commence à être des algorithmes un peu plus intéressants. Find va rechercher une valeur donnée dans un conteneur et vous retournez un itérateur sur cette valeur, s'il a trouvé. Sinon, ça va vous retourner l'itérateur sur la fin. Donc ça s'utilise classiquement comme ça. Vous appelez find en mettant l'itérateur de début, l'itérateur de fin, la valeur que vous recherchez. Si l'itérateur est égal à end, c'est que ça n'a pas été trouvé. Sinon, c'est que ça a été trouvé et du coup, vous pouvez accéder à votre valeur en faisant étoile votre itérateur. Le findIf, vous pouvez lui spécifier, je ne vous montre pas là, mais vous le verrez dans la slide d'après, vous pouvez spécifier un foncteur, une fonction qui permet de dire c'est quoi le critère de recherche. Plutôt que de dire je vais chercher une valeur qui est -1, par exemple, vous pouvez dire moi je vais rechercher une valeur paire. Vous pouvez spécifier quelque chose de un peu plus sophistiqué. Voilà, là il y a count et countif, donc count ça va chercher un nombre, ça va chercher une valeur et vous dire combien il y en a, ou alors chercher des valeurs qui correspondent à un critère. Donc là je vous mets justement la version if, comme ça vous aurez les deux. Donc vous avez un vecteur qui contient une liste de valeurs, je fais un countif, je lui mets le début et la fin, et je lui dis voilà, je veux toutes les valeurs qui sont divisibles par 3. Il va me les donner, hein, voilà, ça marche, je vous assure. Alors tous les codes que je vous mets, normalement vous pouvez les copier-coller et ça compile direct. Si jamais vous voulez, si vous voulez tester. STD transform, donc là, ça c'est un des plus utilisés. Généralement, vous avez un conteneur d'un côté, un conteneur de l'autre, parfois vide. Vous voulez juste appliquer une transformation et remplir l'autre, ou remplir le même, juste transformer un conteneur sur place. Là, transform est très pratique, il vous évite d'écrire une boucle, tout simplement. Bon, je vous mets un exemple, hein. J'ai donc deux conteneurs. Ah oui, parce que transform, ou bien vous pouvez avoir un conteneur en entrée, ou bien vous en avez deux. Donc, par exemple, vous pouvez avoir deux conteneurs, vous voulez faire un plus entre les deux et sortir dans un troisième conteneur qui contiendra la somme 2 à 2. Donc voilà, deux conteneurs en entrée, on applique transform, donc conteneur A, conteneur B, je mets que le begin, je ne mets pas le end, parce qu'il va tester, il va utiliser le premier conteneur pour savoir si on est à la fin ou pas, donc il n'a pas besoin du end sur le deuxième conteneur. Et là, ça c'est le conteneur en sortie. Alors qu'est-ce que c'est back inserter? Vous voyez que c'est vide ici, je lui mets rien dedans. Le problème c'est que le std transform lui va faire des pushbacks dedans. Donc si il ne va pas faire des pushbacks, il va incrémenter l'itérateur. Si je mets directement std begin de C, ça va cracher. Back inserter me crée un itérateur, qui est un espèce de faux itérateur, qui va faire des pushbacks à chaque fois que je vais insérer une valeur dedans. Ça permet comme ça d'écrire dans un conteneur vide et de le remplir au fur et à mesure qu'on écrit dedans. Ça évite d'avoir à mettre des valeurs dans un conteneur en avance alors qu'on ne sait pas encore quelle valeur on va mettre. En général, c'est conseillé de ne pas initialiser des valeurs alors qu'on ne sait pas encore si on va y mettre. Bon voilà, ça évite de faire ce genre de choses. Bon là, bêtement, je fais un i fois j et voilà, en bas vous avez juste la multiplication, 2 par 2. Le std accumulate, je vous mets celui-là, il est un peu différent. Il n'est pas dans numérique, il n'est pas dans l'algorithme, pardon, il est dans numérique. Vous voyez, il n'est pas dans le même include que les autres. Mais bon, sinon il marche à peu près pareil. De base, il sert à faire une addition de tout ce que vous lui donnez. C'est utilisé très souvent. J'ai très souvent vu des gens qui recodaient ça aussi parce que je ne savais pas que ça existait. Vous pouvez aussi spécifier un opérateur. Vous pouvez lui dire non, finalement, fais pas des plus, fais des fois. Et on peut en imaginer d'autres. Dans d'autres langages, ça s'appelle reduce, je crois. Mais voilà, c'est toujours le même principe. Je vous mets l'exemple des deux. Donc là, on peut faire une somme, on peut faire un produit, ou on peut faire une concaténation aussi. Juste avec, vous appelez votre std accumulate et hop, vous concaténez tout ce qui est dans votre conteneur. Plus besoin de for. Le sort, c'est le dernier, promis. Tout simplement, ça trie les éléments. Alors c'est pareil, j'ai vu recoder sort tellement souvent. C'est un quick sort, donc c'est performant. Il y a forte chance que vous n'arrivez pas à faire plus performant. Si vous voulez faire un tri, faites tester des sorts. Ça marche pour ainsi dire tout seul, hein. Vous mettez begin n et hop, il fait le job. Il va utiliser l'opérateur plus petit qu'eux.
Vous pouvez aussi lui spécifier une fonction de comparaison, un foncteur. C'est ce que je fais là. Sauf qu'on voit pas la fin, désolé. Bon, vous pouvez je crois que là je faisais juste un plus petit que au lieu de plus grand que, comme ça vous pouvez trier dans l'autre sens. Voilà, il y a beaucoup d'algorithmes de sorte qui existent dans la bibliothèque standard, alors je vous en montre qu'un, mais il y a des stable sort, c'est-à-dire quand vous avez des éléments qui sont identiques, il va s'arranger pour pas changer leur ordre. C'est très pratique si vous voulez trier sur plusieurs critères à la suite. Par exemple, si vous avez des dates, enfin des choses qui sont datées, vous voulez trier d'abord sur le jour, puis ensuite vous voulez trier sur le mois, mais conserver l'ordre des jours, puis trier par l'année pour finir, mais conserver l'ordre des mois et des jours. Voilà, ça peut servir à ça. Donc ça s'appelle le stable sort. Vous avez le partition qui sert juste à séparer deux groupes sur un critère. Enfin, voilà, allez voir, il y en a tout plein. Ah, pardon, c'était pas le dernier, on n'a pas la fin, on n'a pas le bas de l'écran. Removif, je vous montre celui-là parce que je l'ai très très souvent vu recoder et à chaque fois tout le monde se trompe. Et moi-même, je me suis trompé sur celui-là. Il est très compliqué parce que le but de Removif, c'est de supprimer des éléments au fur et à mesure qu'on parcourt le conteneur. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous supprimez un élément de base, vous invalidez tous les itérateurs qui suivent. Et du coup, c'est super dangereux. C'est très très dur d'écrire un algorithme de suppression d'éléments en même temps qu'on parcourt un conteneur. Removif est un peu plus malin parce que les éléments qu'on ne veut pas garder, c'est remove ou removif, peu importe, le remove il prend une valeur, removif il prend un prédicat. Il va prendre tous les éléments qu'on ne veut pas et les mettre à la fin. Et du coup, il ne fait pas de suppression. Et du coup, c'est facile et c'est safe. Et il vous retourne un itérateur qui est la séparation entre les éléments que vous voulez garder et les éléments que vous ne voulez plus garder. Du coup, grâce à ça, vous pouvez faire un erase pour supprimer tous les éléments que vous ne voulez plus. C'est pour ça qu'on parle de l'idiome erase remove en C++, qui permet de supprimer tous les éléments qu'on ne veut plus de manière safe et sans avoir à écrire à la main. Voilà, donc s'il vous plaît, essayez pas de faire des remove à la main, généralement ça marche pas. Quelques conseils. Alors, n'oubliez pas que l'itérateur de fin, je vous l'ai déjà dit, mais il pointe juste après la fin. Ça, c'est source de bug. Les prédicats, donc les prédicats, vous avez vu, il y avait findif, countif, removeif. Les prédicats, c'est ce que vous donnez pour sélectionner un élément de votre conteneur. Ça doit retourner toujours un booléen. Ça prend un élément en entrée et ça retourne un booléen en sortie. Ça doit être des fonctions pures. Alors, c'est pas pur au sens virtuel pur. C'est pur dans le sens où ça doit pas avoir d'effet de bord. Et ça ne doit pas modifier l'état interne non plus. C'est tout simplement parce qu'on ne sait pas dans quel ordre ils vont être exécutés et parce qu'en plus ils peuvent être dupliqués. Parce que c'est pas forcément que des fonctions qu'on passe, ça peut être des foncteurs, c'est-à-dire des objets fonctions. Donc puisqu'ils peuvent être dupliqués et qu'on ne sait pas dans quel ordre ils vont être appliqués, il faut que ça reste des fonctions pures, de préférence. Préférez évidemment utiliser des algorithmes plutôt que des boucles écrites à la main, parce que sinon je ne serais pas venu vous montrer tout ça. Parce que ça va vous éviter beaucoup de bugs, parce que ça va clarifier votre code, parce que du coup ça présente vraiment mieux l'intention. Ça prend votre attention au relecteur. Quand je relis du code et que je vois un transform, je sais que ce qu'on veut, c'est appliquer une transformation à un conteneur, ou un countif, je sais que ce qu'on veut, c'est faire un compte. Si je commence à voir un for et à devoir comprendre qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur pour comprendre ce qu'on veut, ça prend beaucoup plus de temps. Utilisez l'idiome removif pour supprimer des éléments dans un conteneur, parce que sinon vous allez vous vautrer, c'est sûr. Utilisez l'algorithme de recherche appropriée, pareil, il y en a plein. Donc n'hésitez pas à aller voir. L'algorithme de tri approprié. Alors ça c'est un peu un détail, préférez les foncteurs aux fonctions pour passer les arguments d'algorithme. Alors, j'aurais pas le temps de vous montrer exactement ce qu'est un foncteur, pour ceux qui ne savent pas. Si de toute façon vous avez déjà une fonction toute prête, passez la fonction, on s'en fout. Maintenant si vous devez écrire du code à la main, que c'est pour passer un algorithme et que vous avez le choix, mais il faut écrire un foncteur, c'est-à-dire en gros c'est une structure qui a un opérateur parenthèse, et du coup c'est une structure qui est déguisée en fonction. Et vous instanciez cette structure, et vous la passez comme si c'était une fonction. C'est un chouïa plus performant parce que ça peut être inliné à la compilation. Vous pouvez gagner en perf. Mais bon, si vous avez déjà une fonction sous la main, vous ne prenez pas la tête. Voilà, donc pour les algorithmes et les conteneurs, j'espère que ça vous a donné envie de les essayer. Et il est clair que je ne vous ai pas du tout montré, mais voilà, maintenant j'espère que vous aurez au moins envie d'aller voir ce qui existe. Si vous avez des besoins d'algorithmes ou de conteneurs à un moment, allez voir si ça existe déjà. Généralement, ça existe déjà. Les références que j'ai le plus utilisées, c'est le site CPP Référence et c++.com. Moi j'ai une préférence pour CPP Référence, mais les deux sont très bien. J'ai pas mal pioché dans le langage C++ de Stroop, surtout pour les conseils d'utilisation. Il y a plein de conseils sur les conteneurs. Il décrit aussi très bien à quoi ils servent pas, quels sont les risques. Voilà. Et je recommande toujours Coding C++ Standards de Herb Sutter et André Alansandescu. C'est vraiment...
Voilà, il y a 101 règles qu'il faut toutes connaître. C'est super pratique. Moi, c'est le livre sûrement que j'ai le plus lu et relu. Si vous les connaissez toutes par cœur, vous ferez du code C++ au moins très très clair. Merci.